petits pas sur le sable mouillé, c'est le titre du très joli livre difficile paru en 2011 dans lequel Anne-Dauphine Jullian racontait l'histoire de sa fille Thaïs, condamnée par une maladie génétique orpheline. Il s'était vendu à 200 000 exemplaires, traduit dans 20 langues et aujourd'hui elle revient avec un nouveau livre. Anne-Dauphine Jullian, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier ce livre donc, qui sort aujourd'hui, Une journée particulière, c'est aux arènes. Également, toujours un très joli livre et extrêmement bien écrit. Le préciser, parce que comme ce n'est pas toujours le cas, ça fait du bien. Cette journée particulière, c'est le 29 février, c'est le jour de la naissance de votre fille Thaïs, une date qui nous revient tous les 4 ans et c'est vraiment effectivement un moment très particulier pour vous. Oui, finalement, je m'aperçois que l'anniversaire de sa naissance est plus douloureux à vivre pour moi que l'anniversaire de sa mort. Journée particulière parce que Thaïs était née un 29 février. J'avais d'ailleurs pesté le jour de sa naissance en me disant zut, on lui fêtera son anniversaire peu souvent. Finalement, ça m'évite de souffrir trop parce que les autres années, je me réfugie un peu entre le 28 février et le 1er mars. Cette année-là, je dois l'affronter, cette journée, je dois la vivre. Je me dis que ce jour-là, Thaïs aurait eu 8 ans. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir une petite fille de 8 ans. C'est une journée qui va être particulière. C'est une journée où je vais délaisser un peu les obligations et tout ça. Et voilà, je vais me consacrer à d'autres choses. Je vais prendre du temps, je vais prendre le temps de passer cette journée. Et finalement, cette journée va se dérouler de façon assez ordinaire. Vous n'êtes pas allé travailler, non. Vous avez gardé vos enfants à la maison. Ouais. Une journée un peu plus en famille. Oui. Un déjeuner avec votre mari. Ouais. Voilà, j'avais envie de voir les gens que j'aime. C'est une parenthèse, mais comme tout le monde peut s'offrir, enfin voilà, de temps en temps dans la vie une pause, où tout d'un coup on laisse un peu de côté la routine ou plutôt la course du quotidien et se dire aujourd'hui je me pose. Je regarde ce qui compte pour moi, je fais ce qui est important. Alors, dans votre livre, vous revenez évidemment sur les premières années de la vie de votre fille, mais également sur les années écoulées depuis sa mort. Et vous racontez quelque chose auquel on pense peu, qui est ce que vous appelez un peu le second deuil. C'est un moment où on oublie un petit peu les traits. Et c'est un de vos enfants qui, un matin, vous dit qu'il commence à l'oublier, qui ose à peine vous le dire, hein, mais qui vous en parle. Et donc, c'est quelque chose de compliqué. Hein. Ah oui, c'est très compliqué parce que c'est très culpabilisant. Au bout de quelques mois, quelques courtes années, eh bien, je commence à me dire, en fait, voilà, elle était comment vraiment Thaïs? Et j'ai culpabilisé en me disant, je l'oublie et je n'ai pas le droit d'oublier ma fille. Jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'est juste la mémoire qui fait son œuvre. Et on est tous faillibles, on a tous une mémoire qui va... voilà, qui les sentiments sont là, hein. Les sentiments n'ont pas bougé. Mais la mémoire du cœur ne change pas. Celle-là est infaillible et ce qu'on garde... c'est les sentiments qu'on a éprouvés et ce qui fait qu'on continue à aimer même la personne qui n'est plus là. Donc j'ai tout à fait aujourd'hui déculpabilisé sur le fait que je ne me rappelle pas exactement de l'odeur de Thaïs, de la couleur de ses cheveux, mais ce que j'ai ressenti pour elle est intact et le sera toute ma vie. Oui. Alors vous avez 3 autres enfants, oui. Gaspard et Arthur, dont on va reparler, et puis Azilis, notre petite fille qui a 7 ans et qui est atteinte de la même maladie que Thaïs, hein, donc cette leucodystrophie métachromatique, qui est une maladie neurologique dégénérative. Comment va Azilis aujourd'hui ? Alors, je peux vous parler d'Azilis d'un point de vue physique et moteur. Donc là, je vais succéder, je vais faire une litanie de « elle ne peut plus ». Azilis, elle a été greffée à la naissance, contrairement à Thaïs, pour lequel on n'a rien pu faire. La maladie était déjà trop emballée. C'était une première, hein, qu'on greffe si tôt à un enfant. Si tôt, hein. oui. C'était une première pour cette maladie, une greffe aussi petite. Donc on avait plein d'espoir. On avait l'espoir de la guérir, et en tout cas l'espoir d'améliorer sa vie. Donc Azilis, aujourd'hui, est très gravement, très lourdement handicapée. Elle ne peut plus marcher, elle ne peut plus s'asseoir, elle ne peut plus manger toute seule. Bon, elle est dans une grande dépendance, elle ne parle plus. J'insiste sur les plus parce que c'est des choses qu'elle a fait qu'elle ne fait plus. Oui, parce qu'il y a eu de l'espoir après la greffe, en fait. Il y a eu de l'espoir, elle a commencé à se développer tout à fait comme un enfant normal. Et puis, voilà. Donc, je peux vous décrire Azilis comme ça, avec tous ces elle ne peut plus, elle ne peut plus. Et tout ce qu'elle fait. Et puis, il y a tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle continue à faire. Et Azilis, elle continue à jouer, elle continue à râler, à rire, à vivre, à aimer, à être une petite fille de presque 7 ans. Comment font vos fils, l'un d'eux a fait partir sa petite sœur. Il est possible qu'il voit partir une autre petite sœur. Est-ce qu'ils sont aidés? Est-ce que c'est simplement vous qui les aidez, qui leur parlez, votre mari? Comment ça se passe? C'est quand même extrêmement compliqué pour eux. Oui, c'est compliqué pour eux, c'est compliqué pour nous aussi. Gaspard a aujourd'hui 11 ans. C'est un petit garçon qui a de la chance parce qu'il dit tout ce qu'il pense. Alors, c'est difficile pour nous. C'est cash, hein? C'est cash. Il y a des fois, c'est difficile pour nous, mais au moins, il s'ouvre complètement. C'est une sauvegarde pour lui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et pour nous, c'est important parce on voit régulièrement où est-ce qu'il en est dans sa peine et dans sa vie, et puis dans son bonheur aussi. Donc, quand on arrive à lui répondre, on le fait. Et très souvent, on se fait accompagner d'une psychologue qui nous ouvre des portes, qui nous fait comprendre, nous fait réaliser, nous, des choses et qui peut...
enfin, nous aider non seulement à mieux accompagner Gaspard, mais à mieux vivre la situation sans culpabiliser. Parce qu'il y a aussi cette façon, pendant des mois, par exemple, on s'occupe beaucoup des filles, un peu moins de Gaspard, parce que lui, il a une vie normale, etc. Et arriver aussi à se dire, c'est pas grave. Tant que je lui donne le temps dont il a besoin, et surtout tout l'amour dont il a besoin, c'est pas grave. Donc je trouve qu'ils vont bien, mes garçons. Ils vivent quand même avec une vie particulière. Ils acceptent leur sœur Azilis avec toutes ses forces et ses fragilités. Quand ils en ont marre, ils lui disent « j'en ai marre, va jouer autre part » ou ils l'amènent dans une autre pièce. C'est une vie de famille assez normale. Hein, ce qu'on a. Vous ne pouviez pas savoir si vos autres enfants seraient atteints. Votre fils, vous l'avez fait, c'est votre mari qui vous a poussé en fait. C'était un pari sur la vie. Oui, c'est un pari sur la vie. C'est vraiment une folie hein, d'avoir eu ce petit garçon. Ça a choqué des gens autour de vous. Ça a choqué, les gens n'ont pas forcément compris, mais je comprends complètement. Et je n'érige pas ma façon de faire comme la seule et unique façon de bien faire les choses. Hein. Mais il se trouve qu'à cet instant-là, dans notre vie de couple et dans notre vie de famille, il y avait ce désir d'enfant qui était très fort et qui était constructeur pour nous et qui était positif. Et il y avait autre chose, c'était la peur qu'on avait que notre enfant soit malade, etc. Et moi, j'étais plutôt tentée de prendre cette décision par peur et ça me rendait profondément malheureuse. Et Loïc, lui, m'a invitée à prendre la décision sereinement. Quelle que soit la décision, on aurait très bien pu se dire non, on n'aura pas de 4e enfant. On n'avait jamais décidé d'en avoir 2, 3, 4, 12. Non, on s'était dit les uns après les autres. Et Loïc un jour m'a dit, écoute, on va essayer d'inverser la tendance. Est-ce que tu te sens capable d'aimer un autre enfant? Est-ce que tu te sens capable de rendre heureux n'importe quel autre enfant? Et moi, vraiment, j'ai ressenti un grand oui. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est vrai que c'est une folie d'avoir eu ce petit garçon qui est en pleine forme, hein, qui n'est pas malade. Mais je pense que ça s'inscrit dans l'intimité de notre couple à un moment donné. Il y a autre chose qui revient régulièrement dans vos 2 livres, c'est la façon dont vous appelez l'entourage à se comporter de la façon la plus naturelle, la plus franche possible. Parce qu'on s'aperçoit que c'est compliqué de vous téléphoner le 29 février, par exemple. Alors, vos très proches le font, mais vous rencontrez des amis qui sont dans la même situation que vous et qui n'ont personne qui les appelle ce jour-là. Et ça vous met en colère. Ah, ça me met en colère parce que l'épreuve, bon, on sait tous que ça peut être une épreuve, la maladie et la mort de son enfant. Certains vont la qualifier comme ce qu'il y a de pire. Hein. Et ce qu'il y a de pire dans cette épreuve, c'est qu'elle isole. C'est que les gens autour, ne sachant pas comment se comporter, la plupart ne se comportent pas. La plupart ne se manifestent pas. Et moi, j'ai la chance d'avoir d'abord un mari, des enfants, d'avoir de la famille, d'avoir des amis qui ont osé. Certains n'ont pas osé, mais la plupart ont osé. Une femme qui vous aide. Voilà, une femme qui m'aide, Thérèse, qui s'occupe de mes enfants et qui est là aussi pour me soutenir au quotidien. Et j'ai rencontré des gens qui se retrouvaient dans des situations comparables à la mienne dans l'épreuve, mais pas avec l'entourage qu'il fallait. Et oui, ça me met en colère parce que si on commence à hiérarchiser la douleur, il va y avoir au sommet les gens qui souffrent le plus et qui vont se retrouver tout seuls et qui ne peuvent pas s'en sortir. Moi, la chose qui m'a sauvée, c'est de me sentir encore dans la société, c'est de me sentir encore dans la vie, c'est que des amis me proposent au cœur de l'épreuve d'aller faire du shopping, d'aller... Oui, il n'y a pas besoin de prendre de pincettes, quoi. Non, il n'y a pas besoin. Il y a besoin d'être là. Il y a besoin d'être là, on a le moyen d'envoyer des SMS. Bon, il y a certains qui disent on ne va pas envoyer un SMS pour dire je pense à toi, mais pourquoi pas. On a plein de moyens de communiquer aujourd'hui et pourtant on n'y arrive plus. Je pense qu'il faut toujours oser en se disant qu'on a peur d'en faire trop, on n'en fera jamais assez de toute façon. Merci beaucoup, Anne-Dauphine Julien. C'est un livre plein de vie, hein, vraiment. Très. Une journée particulière, ça vient de paraître, ça paraît aujourd'hui même aux éditions Les Arènes. Merci beaucoup. Merci.